Ce soir à l'émission, un projet de logement abordable à Mirabel. Le besoin est criant ici à Mirabel. Et le Cégep de Saint-Jérôme lance son nouveau programme en inhalothérapie. Elle répond à un besoin criant que le domaine de la santé avait depuis déjà plusieurs années. En entrevue, la directrice générale de la Petite Maison de Pointe-Calumet, Mélissa Corbeil, nous parle des petites boîtes PREF. C'est dans le lien avec l'enfant puis dans le plaisir qu'on va vraiment forger la relation. Je m'entretiens également avec le maire de Saint-Jérôme, Marc Boursier, à propos du quartier industriel Ouest. Afin d'y établir justement des industries en lien avec le futur de Saint-Jérôme, qui est la capitale nationale de l'électrification des transports. Voilà. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous présente 3 jeunes athlètes de l'école Karaté Sonfoki qui se préparent en vue d'une importante compétition au Portugal. Il faut arriver dans le top 4 au championnat canadien qui nous permet d'aller au championnat du monde de karaté. Bienvenue à Accès Local. Mercredi 16 octobre 2024, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors, il y a un nouveau projet de logement abordable qui voit le jour à Mirabel. Oui, Claude, ce sont les habitations de la gare qui devraient sortir de terre dans un peu plus d'1 an, en novembre 2025. Les travaux ont déjà débuté dans le secteur de Saint-Janvier, mais hier, les représentants municipaux de l'Office municipal d'habitation de Mirabel ainsi que du groupe de recherche technique en charge du projet qui était présent pour officialiser le tout. Quels sont les besoins dans la région? Alors, la crise du logement, bien sûr, n'épargne pas Mirabel. Il y a 100 logements à loyer modique à Mirabel, mais ça s'avère très peu pour la population qui est grandissante. En 2023, le taux d'inoccupation à Mirabel se chiffrait à 1,5 %, une baisse de 0,4 % comparativement à l'année précédente. La Société canadienne d'hypothèques et de logement considère 3 % de taux d'inoccupation comme un point d'équilibre pour une région. Guylaine Coursol, qui est présidente de l'Office municipal d'habitation de Mirabel et conseillère aussi municipale à la ville, nous parle un peu de ce phénomène. Les gens, ils viennent de Montréal, ils s'en viennent s'établir sur la Rive-Nord pour toutes sortes de raisons. Puis je pense que là, maintenant, le besoin est criant ici à Mirabel pour offrir du logement social et puis du logement abordable. Et puis le fait qu'on est près de la gare, bien, ça va aussi faciliter le transport collectif. L'objectif de ce projet, c'est donc d'offrir du logement social et abordable aux ménages à faible revenu. Bon, maintenant, parlez-nous un peu plus des détails de ce projet immobilier. Alors, ce sera un projet de 41 logements, dont 32 seront des logements sociaux, ce qui signifie que les locataires pourront bénéficier du programme de supplément au loyer de la Société de l'habitation du Québec. Concrètement, cette subvention leur permettra de payer un loyer correspondant au quart de leur revenu. Et pour ce qui est des 9 autres logements? Ce seront des logements dits abordables dont le loyer sera fixé selon le loyer médian de la ville de Mirabel. Ce sont les dernières données de 2023. Ça correspond à 1 225 $ pour un appartement de 2 chambres. Alors, il y aura des studios comme des logements familiaux qui seront disponibles. Des espaces verts et des aires communes sont aussi prévus dans le développement immobilier, comme des aires de jeu et des espaces de vie communautaires. Un souci particulier sera aussi accordé au choix de matériaux durables et aux infrastructures d'énergie renouvelable. Un des objectifs du projet, c'est de créer de la mixité sociale au sein du milieu de vie et d'encourager la cohésion dans le quartier. D'accord. Et d'où vient le financement de ce projet? Le développement immobilier a un budget de 12 millions de $. Près de 10 millions est avancé par le gouvernement provincial par le biais de la Société d'habitation du Québec. 1 million de $ est alloué par le gouvernement canadien et la ville de Mirabel y participe à une valeur de 842 000 $. D'accord. Ça faisait quand même un bon moment que ce projet-là était dans l'air, Clara. Oui, le dossier a connu plusieurs délais. Ça fait des années qu'il est sur la table. Il a vu le jour sous le programme Accès Logis, l'ancien programme d'habitation, d'accès au logement en fait abordable, qui a été mis en place par le Parti québécois et qui a été remplacé par le programme d'habitation abordable du Québec de la CAQ. On peut écouter Isabelle Couture, directrice générale de l'Office d'habitation Thérèse de Blainville, à propos des raisons derrière ces délais. Le projet a été initié en 2019, mais ça a été très, très long avant de pouvoir le mettre en place, que ce soit parce qu'on a changé, il y a eu beaucoup de changements au niveau des intervenants au dossier, au niveau du GRT, au niveau de la direction générale, au niveau des membres du CA également. Là, oui. Ça a changé énormément. Donc, le projet a été très long à mettre sur papier et à être inauguré comme aujourd'hui, mais on est très contents aujourd'hui. Oui, on est très fiers du travail effectué.
Voilà, Claude. Donc, on suivra les développements de ce côté-là. Je le rappelle, ça devrait être terminé autour de novembre 2025. Merci, Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. On va parler de ce nouveau programme en inhalothérapie qui est offert au Cégep de Saint-Jérôme. À plus tard, Claude. Le parc linéaire Le Petit Train du Nord annonce la fermeture complète depuis hier, le 15 octobre, d'une section située entre Prébeau et Sainte-Adèle pour des travaux de réfection. Ces améliorations incluront le remplacement de ponceaux et des travaux de drainage et se poursuivront jusqu'à la fin de la saison. Le reste du parc demeure accessible, mais aucun détour n'est prévu pour la portion fermée. Les utilisateurs sont invités à consulter le site officiel pour les conditions de piste mises à jour. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, annonce que les services du programme Ma Famille, Ma Communauté sont maintenant accessibles aux jeunes de 13 à 17 ans du secteur du lac des Deux-Montagnes. Ce programme, qui existe déjà dans le secteur de Thérèse de Blainville, a pour but de créer un réseau de soutien autour des enfants, des adolescents, des adolescentes et de leurs familles, afin d'éviter un placement dans une ressource d'hébergement ou d'en minimiser les conséquences quand le placement est inévitable. La Petite Maison de Pointe-Calumet vient de lancer un projet pilote appelé les Petites Boîtes PREF, une initiative destinée aux organismes dédiés à la famille, de même qu'à leur clientèle. Pour nous expliquer ce que contiennent ces petites boîtes, on a invité Mélissa Corbeil, directrice générale de la Petite Maison de Pointe-Calumet. Bonsoir, Madame Corbeil. Allô. Bon, PREF, c'est un acronyme. On va d'abord le décortiquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, nous, on a voulu vraiment axer sur le plaisir, donc c'est le premier mot. PREF, c'est pour plaisir, le R pour ressources, le E pour éducatif et le F pour famille. Bon, voilà. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, là, vous allez nous dire qu'est-ce qu'elles contiennent, ces petites boîtes-là, et à quel usage, quel usage on peut en faire, pardon? Nous, on les a conçus pour prêter aux familles. En fait, les familles repartent avec la boîte. Puis, chaque boîte, différentes thématiques, contient des livres pour enfants, des livres pour adultes, des jeux, des outils éducatifs, puis aussi un guide PREF pour les parents qui leur permet d'explorer le thème par plein de façons différentes. Et quels sont les thèmes qu'on retrouve? Pour l'instant, on en a développé 5. Oui. Donc, on a la gestion des écrans, la colère, l'estime de soi, les habiletés sociales et l'anxiété et le stress chez l'enfant. D'accord. Expliquez-moi comment on fait pour intégrer la notion de plaisir là, quand on aborde des questions aussi sérieuses que ça. Là, tu sais, que la gestion de la colère, on peut pas dire à son enfant, viens, on va jouer à gérer ta colère dans le plaisir. Bien, nous, on a axé ça sur le jeu, en fait, et sur le lien parent-enfant. Donc, c'est vraiment dans des moments de plaisir partagé. Le thème va être vraiment en filet autour. Au milieu, ça va être vraiment le lien parent-enfant. Ouais. Donc, tous les jeux, ils sont ludiques. C'est pas des jeux qui sont lourds et ils sont amenés aussi d'une façon... C'est pas un devoir qu'on doit donner aux parents ou à l'enfant. Ouais. Ça va être vraiment fait dans le plaisir. Dans un projet pilote, il y a toujours il y a ce désir d'expérimenter ce qu'on a élaboré. Donc, à part la Petite Maison, il y a 4 autres organismes qui prennent part à l'exercice. Ça va durer ça jusqu'au mois de mars. Quelle sera l'étape suivante? En fait, nous, notre but, c'est de le tester, être sûr que ça répond bien aux besoins des familles. Puis ensuite, comme vous voyez, les 2 documents ici vont être numérisés, ils vont être disponibles pour tout le monde via notre site Web. Donc, chaque organisme, là, peu importe leur provenance, vont pouvoir monter leur propre petite boîte PREF dans leur organisation. Ça fait donc environ 1 mois que le projet pilote a été lancé. Est-ce que déjà vous obtenez une réponse, une rétroaction? Non, pas encore. On attend, parce que souvent, le prêt, c'est au moins 2 semaines de prêt pour que les familles puissent vraiment bien expérimenter chaque élément de la boîte. Donc, je pense que ça va prendre un petit peu de temps avant qu'on ait les premières rétroactions. D'accord. Est-ce que c'est plus difficile, dites-moi, d'être parent aujourd'hui que ça l'a déjà? Autrement dit, quels sont les obstacles les plus fréquents, selon vous, à la réussite parentale? En fait, c'est sûr que l'anxiété de performance chez les parents est vraiment présente. On a plusieurs facteurs. C'est sûr que nous, des fois, on a des familles qui sont plus vulnérables, donc c'est plus difficile quand on a de la misère à arriver, quand on a des contraintes financières. Des fois, les préoccupations au niveau de la famille sont plus difficiles à vivre, mais il y a aussi, on est tellement en contact avec plein d'éléments qu'on a cette pression-là d'être parfait dans tous les domaines comme parents.
Donc, c'est pour ça que nous, on a voulu vraiment remettre le plaisir au centre, parce que c'est dans le lien avec l'enfant, puis dans le plaisir qu'on va vraiment forger la relation, puis qu'on va pouvoir aborder presque tous les thèmes qu'on a envie d'aborder avec nos enfants. La première mouture comprend 5 thèmes, on les a nommés tout à l'heure. C'est des thèmes qui reviennent assez souvent quand on parle du grand sujet de la parentalité. Est-ce que vous êtes déjà en train de réfléchir à d'autres thèmes là, qui pourraient être explorés dans une prochaine mouture? Oui, mais nous, on en a d'autres, en fait, à la petite maison, des boîtes, mais qui n'ont pas été développées de la même façon. Mais oui, on a la séparation qui est beaucoup en demande, le lien d'attachement, le deuil. C'est tous des sujets avec lesquels on est amené à intervenir beaucoup dans une maison de la famille. Donc, on souhaite vraiment pouvoir équiper les maisons de la famille et puis les autres organismes avec des boîtes qui seraient complètes, qui puissent les soutenir dans leurs interventions. Madame Corbeil, il y a d'autres outils comme celui-là qui existent. Comment le vôtre se distingue? En fait, nous, c'est qu'on a décidé d'intégrer dans le guide de l'intervenant, mais également dans le guide PREF des parents, une mise à jour des connaissances de base pour intervenir avec le thème. Donc, l'organisme qui a une boîte peut se mettre à jour. C'est comme de la formation continue pour les intervenants qui sont dans l'organisme. Puis le parent aussi a accès aux mêmes informations, mais plus vulgarisées dans le guide PREF des parents. Alors, ça s'appelle les petites boîtes PREF. Je vois que vous avez décidé de les partager, de les semer à tout vent. Les organismes peuvent aller, les personnes intéressées peuvent aller voir sur votre page Facebook. Il y a un site web qui est à développer, je pense. Oui, le site web est en développement présentement. Donc, ça va être en 2025 seulement là, qu'on va pouvoir avoir accès là, à ces boîtes-là via le site web de La Petite Maison. Bien, Mélissa Corbeil, directrice générale de La Petite Maison de Pointe-Calumet, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Dans le cadre des célébrations entourant son 75e anniversaire, la ville de Bois-des-Filions a présenté le vendredi 11 octobre un ouvrage historique intitulé « La mémoire d'une ville par son patrimoine toponymique ». Réalisé en collaboration avec la Société d'histoire et de généalogie d'Émile-Île, ce livre raconte l'histoire de la ville depuis l'arrivée du premier occupant vers 1780 jusqu'à aujourd'hui. Le jeudi 26 septembre, le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines a accueilli plus de 250 personnes dans l'église locale pour la 3e édition culturelle de la classique de la mairesse, présentée par Enviro Connexion. Grégory Charles était de la partie pour interpréter son spectacle « Une voix, 10 doigts ». Grâce à la contribution des partenaires et à la vente des billets, un montant de 21 000 $ a été amassé par l'organisation et sera éventuellement remis à la communauté. L'école karaté Sun Fuki à Boisbriand enverra quelques-uns de ses athlètes aux championnats mondiaux qui se dérouleront à la fin du mois au Portugal. Maude Pilon-Bernier a préparé ce qui suit. Dans le fond, Karaté Sun Fuki a été fondé par mon beau-papa, mais que j'appelle mon papa, parce que c'est quand même lui qui m'a élevé. Donc, je dirais que ça a été fondé, si je ne me trompe pas, en 90. Puis maintenant, aujourd'hui, on compte plus d'une quarantaine, presque une cinquantaine de franchises. Dans le fond, il y a ma maman aussi qui a une grosse part là-dedans, parce que c'est elle la tête du gros bateau. C'est elle qui s'occupe de naviguer le tout, puis mon père, lui, s'occupe du développement de tout ce qu'on fait en arts martiaux. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Oui, ça l'explique bien. On parle beaucoup des 3-4 athlètes qui vont aller au championnat du monde au Portugal. Oui. Comment on prépare mentalement et physiquement des athlètes à atteindre un calibre de cette ampleur-là? C'est sûr que c'est de l'entraînement continuel. J'ai la chance d'avoir plusieurs coachs ici qui contribuent, dont l'ancien propriétaire qui est encore ici, à pouvoir aider une fois semaine nos athlètes à continuer à grandir. J'ai plusieurs coachs d'expérience. Fait que, on est vraiment, vraiment bien entourés ici. J'ai mon père qui m'aide avec notre jeune demoiselle, Méliane. Premier championnat québécois, premier championnat canadien, oui. Premier championnat du monde. Wow! Tu as eu toute une année. Explique-nous justement qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce parcours-là cette année. Mon coach, elle m'a entraîné à aller plus loin. Wow! Puis dans quoi tu excelles? Les katas. Oui. Plus musical, comme qu'il y a de la musique, puis il y a plus de gym, puis les kicks. Wow! C'est quoi la différence entre un combat et un kata? Un kata, c'est un combat imaginaire, mais un combat, il y a un adversaire devant toi. Ça fait environ 7 ans que je donne un peu plus de cours, qu'autant privé que des cours de groupe, mais ça fait 15 ans que je fais du karaté ici à Boisbriand.
Je m'en allais justement te poser la question. Et tu fais tout ça en compagnie aussi de ta mère qui entraîne avec toi et qui s'entraîne aussi. C'est une athlète, Nathalie, qui s'en va au championnat. Comment c'est de s'entraîner avec sa mère? C'est vraiment le fun. On fait beaucoup de voyages ensemble pour le karaté, donc ça permet d'avoir une bonne chimie mère et fils. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça avec ma mère. Moi, cette année, je vais faire les 48 ans et plus. Dans les années passées, j'ai déjà fait les 35, les 42, les 48, parce que j'ai commencé à pratiquer ce sport-là à 42 ans, il faut le mentionner. Donc, c'est sûr que les 18 ans et plus, pour moi, on oublie ça. Mais cette année, je fais les 48 parce que c'est mon âge. Premièrement, il faut arriver dans le top 8 aux championnats provinciaux, donc québécois. Ensuite, il faut arriver dans le top 4 aux championnats canadiens, qui nous permet d'aller aux championnats du monde de karaté. Pour moi, ça va être mes 7e championnats du monde. Donc, ça fait quand même une coupe que je fais. Et puis aussi, moi et ma mère, on fait le circuit américain. Donc, on est aux États-Unis environ 7 fois par année aussi pour des compétitions. J'étais ici au dojo, puis je regardais mes enfants, parce que mon autre fils en faisait aussi. Je les regardais dans la fenêtre, puis j'ai dit, bien, tant qu'à perdre mon temps ici, je vais embarquer. Mais surtout, j'étais allée à leur première compétition, puis j'ai fait « wow, je veux faire ça ». Il faut enlever l'idée que « ah ben non, c'est pas pour moi, je suis pas capable, je peux pas y arriver ». Tout le monde peut y arriver s'il travaille le moindrement fort. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter comme résultat ou comme expérience? Bien, je me sens confiant pour cette année. J'aimerais pouvoir améliorer ma vitesse, partir plus rapidement avec les points. C'est ça mon but premier. Ça te permettrait de faire quoi à ce moment-là? Scorer plus de points, m'améliorer. Qu'est-ce que tu aimerais réaliser au Portugal en octobre? J'aimerais être dans la moitié des premiers. Donc, par exemple, on est 14 des 7 premiers. Avoir du fun, principalement. Une médaille d'or, pourquoi pas. Mais surtout, j'aimerais que mon fils gagne sa médaille d'or. Ça fait 3 ans de suite que je finis 2e. Donc, ça serait valable de dire que je vise la première place cette fois-ci. Donc, ça serait d'avoir mon premier titre en individuel au championnat du monde. Tu l'as dit, ça fait plusieurs années que tu veux cette première place-là. C'est quoi la stratégie cette année pour y arriver? J'ai vraiment augmenté mon niveau d'entraînement, donc beaucoup plus d'entraînement. Je me suis entraîné avec des Américains qui sont venus au Québec pour essayer de prendre des petits trucs ici et là, donc en espérant que ça allait améliorer mon combat. Qu'est-ce que tu peux souhaiter à toutes ces athlètes-là? De grandir. De grandir, de prendre de l'expérience. Je leur souhaite tout le succès, que ça soit une première place ou une 2e place. Je leur souhaite tout le succès, puis juste d'avoir du plaisir. On peut être fiers de nos athlètes qui nous représenteront au championnat du monde. Le karaté est vraiment un sport à découvrir et l'entreprise Sunfuki aussi. À la prochaine! Selon le maire de Saint-Jérôme, Marc Boursier, l'avenir de cette municipalité se joue en bonne partie à l'ouest de l'autoroute 15, sur un terrain de 18 millions de pieds carrés qui accueillera bientôt le quartier industriel ouest, entre les rues La Montagne et des Lacs. Il en parle avec enthousiasme sur toutes les tribunes. C'est toujours un plaisir de l'accueillir. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Bon, on appelle ça un quartier industriel, c'est certainement pas anodin. Il y a une différence, c'est sûr, entre un quartier et un parc industriel. Exact. C'était d'ailleurs ce quartier innovant se trouve sur le site d'un ancien aéroport. Ouais. Et comme la ville s'en est portée acquéreur, la première mission, c'était d'avoir les autorisations nécessaires afin d'y établir justement des industries en lien avec le futur de Saint-Jérôme, qui est la capitale nationale de l'électrification des transports. Voilà. On a beaucoup d'industries, des ambassadeurs qui sont chez nous dans ce créneau-là. Alors, le schéma d'aménagement nous demande, nous exige d'y amener justement des industries innovantes. Alors quels seraient les potentiels courtisans, là? Bien, écoutez, il y a plusieurs types d'industries. Exemple, on pense à Saint-Jérôme, on pense à Lyon. Ouais. Lévis est déjà pas loin je dis dans l'ancien, mais dans le quartier industriel qui était le premier, de 3 millions de pieds carrés. Lyon, donc, est un des partenaires, on espère, qui va venir s'y établir. Mais il y en a d'autres aussi qui pensent à y emménager, évidemment pour des raisons que je peux pas vous dévoiler leur nom. On a beaucoup de demandes. On est à la toute veille d'avoir les certificats, justement, d'accréditation du ministère de l'Environnement. Donc, de ces 18 millions de pieds carrés-là, il y en a 9 qui vont être protégés.
Les citoyens vont être consultés justement pour l'aménagement de ce quartier naturel et il va être amalgamé justement au nouveau quartier innovant ouest. Vous offrez des terrains donc pour les entreprises, des terrains qui sont prêts à construire. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'entreprises que vous allez pouvoir accueillir? Bien, écoutez, c'est relatif parce qu'il y en a qui ont besoin peut-être de plus d'1 million ou 2 millions de pieds carrés. Évidemment, nous, on veut des boîtes avec des gens dedans. Ouais. On veut pas, exemple, j'en parlais tout à l'heure, mais on veut pas des entreprises avec des fermes de toit, par exemple, qui prennent beaucoup d'espace, c'est inutile. On veut de la technologie. On s'en va là. Le Québec, justement, est tourné vers l'avenir. Les véhicules électriques sont extrêmement importants, mais il y a des fournisseurs pour ces véhicules-là qui amènent toutes sortes de technologies, de l'intelligence artificielle. On peut parler aussi de toutes sortes de compléments à l'industrie, soit du transport ou de l'innovation technologique. Alors, vous souhaitez aussi offrir à ces entreprises-là de former leurs futurs employés. Donc, est-ce qu'il y a le double défi d'attirer aussi de la main-d'œuvre à spécialiser? C'est une excellente question. D'ailleurs, la MRC et plusieurs partenaires des Laurentides ont l'intention d'y établir un centre de formation en innovation, parce que c'est ça que les employeurs veulent. Ils veulent de la main-d'œuvre, mais surtout, la problématique, c'est de la main-d'œuvre qualifiée qu'ils veulent obtenir. Alors là, en se mettant tout ensemble, et que la MRC est en train de faire une agglomération de partenaires extrêmement intéressants au niveau innovation, on va former des travailleurs qui vont être là. Il y a déjà un amalgame universitaire, collégial et du secondaire et d'autres intervenants pour justement assurer une quantité de travailleurs nécessaires à l'établissement des usines qui vont s'y implanter. Parce que c'est bien beau amener des usines dans un quartier industriel innovant, mais ça prend du monde pour aller dedans. Alors, et sauf erreur, M. le maire, on attend toujours le premier coup de pelle sur ce vaste terrain. Parlez-moi du rôle crucial de la centrale des affaires dans un projet comme celui-là. Bien, la centrale des affaires reçoit justement les demandes d'implantation. On termine bientôt, on complète la vente de terrain du premier quartier innovant qui est juste à côté sur la rue Claude-Audy. Alors lui, c'est le QII. Et le deuxième, le quartier industriel ouest, va être la suite de tout ça. Comme je disais tout à l'heure, on est à la toute veille d'avoir les certificats, donc implantation de rues, probablement aussi d'infrastructures un peu et de densification douce, parce qu'on est du côté ouest de Saint-Jérôme. Puis je vous dirais que cet endroit-là, que les citoyens, justement, vont avoir à décider de la nature, est aussi grand que celui du lac Jérôme à l'est, au niveau naturel. L'équivalent du Mont-Royal, hein, vous avez dit. C'est l'équivalent du Mont-Royal, tout à fait. Et l'autre partie, ben, ça va être justement les industries innovantes qui vont avoir des milieux de vie. Ça va prendre du transport actif. Saint-Jérôme est à la toute veille aussi d'acquérir une ancienne voie ferrée de Genesee, Wyoming, Gatineau Railway, et ça va nous permettre justement d'y amener du transport actif pour les travailleurs pour qu'ils n'utilisent pas leur véhicule pour y aller. En quelques secondes, parce que c'est déjà terminé, les consultations, c'est pour bientôt? Très bientôt, ça devrait se faire durant l'automne. L'automne finit le 20 décembre, là. Mais il y a question, nous, d'appel d'offres et qui va le faire correctement, mais c'est une question de procédure, mais bientôt on va les faire. D'accord. Marc Boursier, maire de Saint-Jérôme, c'était un plaisir. C'est un plaisir, moi aussi. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Hier soir, le Cégep de Saint-Jérôme inaugurait un nouveau programme en inhalothérapie. Les caméras de TVBL étaient sur place. Oui, Claude, et je vous laisse découvrir les coulisses de ce nouveau programme, le premier dans la région, dans notre reportage de ce soir. Donc, on est ici aujourd'hui pour célébrer notre nouvelle technique d'inhalothérapie. On peut dire que c'est un événement historique pour le Cégep de Saint-Jérôme, mais aussi pour l'ensemble de la région des Laurentides. Cette nouvelle technique-là, qui a démarré au mois d'août, elle répond à un besoin criant que le domaine de la santé avait depuis déjà plusieurs années. On était depuis plusieurs années en lien avec le CIS des Laurentides qui nous exprimait leurs besoins. On parle d'une cinquantaine de besoins pour une cinquantaine d'inhalothérapeutes dans les Laurentides. Donc, le démarrage de cette première cohorte-là et des cohortes futures devrait répondre à
à ce besoin-là. Il faut dire que dès qu'on a eu l'annonce de notre ministère à l'effet qu'on était en mesure d'aller de l'avant avec cette nouvelle technique-là, on a eu vraiment des gens extrêmement heureux au CIS des Laurentides. Cette année, on a 41 élèves d'inscrits en technique inhalothérapie. Pour une première cohorte, c'est très, très, très bon. On s'attendait à peine 20 étudiants, puis on a eu le double d'inscriptions. Fait qu'on est très heureux de ce nombre-là. En technique inhalothérapie, on va travailler dans des milieux très variés. Fait qu'on parle du bloc opératoire en salle d'anesthésie, donc il va y avoir des machines d'anesthésie. Il va y avoir aussi des ventilateurs de soins intensifs. Il va y avoir des thérapies à haut débit comme le Hervo aussi, puis toutes sortes d'appareils pour donner de l'oxygène aux patients. Donc ici, on a l'exemple, dans le fond, d'une isolette qui représente un bébé qui vient de naître. Fait que le bébé a besoin de chaleur, fait que c'est pour ça qu'on le met dans un endroit clos. Ça, c'est l'appareil qu'on pourrait utiliser pour le ventiler, s'il y avait des besoins en ventilation. Puis pour accéder au bébé, c'est tout simplement en ouvrant ces deux portes-là, on pourrait venir manipuler puis donner les soins au bébé. Cet appareil-ci, c'est un ventilateur de soins intensifs. On va l'utiliser justement dans les soins intensifs, dans des situations critiques où les patients ont besoin d'être mis dans un coma pour qu'ils puissent récupérer, pour qu'ils puissent guérir. Fait que ça, c'est un don, dans le fond, du CIS des Laurentides, gracieusement offert par eux. Puis vous avez un mannequin qui a été intubé juste ici. Ça, on l'a acheté avec les fonds de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme. Donc, l'élaboration du programme, quand même, s'est très bien déroulée, mais comme toute implantation de programme, ça comporte des défis. Donc, c'est sûr qu'un programme en santé, comme un programme comme inhalothérapie, demande beaucoup d'équipements, des installations spécialisées. Donc, le premier défi auquel on a fait face, ce fut les espaces. Il faut comprendre qu'au Cégep de Saint-Jérôme, on est en manque d'espace, on a beaucoup d'étudiants, on en a de plus en plus, on en annonce de plus en plus. Donc, on a dû faire preuve de créativité et toujours en collaboration avec le CIS. On est heureux d'annoncer que notre cohorte a débuté dans nos locaux, mais dans des locaux temporaires, parce que, bon, on planifie avoir des espaces beaucoup plus officiels avec un projet plus majeur, mais on a la chance ici au collège d'avoir d'autres programmes de santé, notamment soins infirmiers, et aussi on a des programmes de sciences nature qui ont déjà des magnifiques laboratoires. Donc, on est content d'offrir des locaux spécialisés tout de même à nos étudiants, malgré ce petit défi d'espace. Au niveau pédagogique, donc c'est sûr que oui, il y a les équipements, mais il y a également tout le volet des compétences à élaborer. Donc, on a quand même eu la chance de travailler avec le Cégep de Sherbrooke, qui offrait déjà le programme en inhalothérapie. Donc, on a quand même eu un beau travail de collaboration. Donc, on a embauché des enseignants qui ont vraiment pris le devis ministériel que le ministère nous donne lorsqu'on élabore des programmes. Et pour chacune des compétences, devait déterminer quel contenu allait être associé à quelle compétence, le nombre d'heures, pour finalement avoir une grille. Et ce programme-là a été autorisé par le conseil d'administration à l'hiver dernier. Donc, très, très, très heureuse de leur travail. Vous allez voir, c'est un beau programme. Merci, Clara. On se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. On enchaîne tout de suite avec Yoga Découverte avec Mylène Martin. Bonne soirée.